Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on démarre. Merci donc à toutes et à toutes pour votre participation à ce nouveau webinaire, dont la thématique porte sur la démarche de résolution de problèmes. Donc, lors de ce webinaire, rapidement, je vais vous faire une petite introduction sur le cabinet Accence, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis après, je laisserai donc la parole à Émilie Masneau, qui nous expliquera comment on caractérise un problème. Maïmouna enchaînera pour vous faire une vraie démonstration en live de l'outil ProWhy et de toutes ses fonctionnalités. Et puis, on vous partagera quelques expériences clients. Et on finira ce webinaire pour une séance de questions-réponses. Voilà, alors n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises questions. Et il n'y a que des bonnes réponses. Voilà, rapidement, le cabinet Accence BTE est un cabinet qui fait du conseil et de la formation. On est une trentaine de consultants et formateurs. Notre siège social est basé à Toulouse. On a des bureaux à Lyon et à Paris. Et comme je dirais, on intervient un peu partout en France, on a aussi la chance d'avoir un réseau de partenaires que l'on appelle des APN, Access Professional Network, que l'on fait intervenir pour des problématiques de capacité ou de compétences. Ce cabinet a 16 ans d'existence et une des particularités, c'est qu'on a 10 nationalités pour nous permettre d'intervenir un petit peu partout dans le monde en fonction des besoins des clients. Et bien sûr, nous sommes certifiés ISO 9001 et la grande force du cabinet et de notre activité de formation, c'est qu'on est aujourd'hui certifié Calliope avec des formations en Lean Six Sigma certifiées et certifiantes par l'université du Lean Six Sigma à Lyon. On a 4 grands domaines d'expertise. Un premier domaine d'expertise qui tourne autour de la supply chain, de la gestion des approvisionnements jusqu'à la prévision et au pilotage de la demande avec les méthodologies type DDMRP. On a un deuxième pavé d'expertise autour du transport et de la logistique, où nous sommes en mesure d'accompagner nos clients pour redéfinir des schémas directeurs logistiques ou les accompagner sur des appels d'offres transport. On a un troisième pavé d'expertise qui tourne autour de la maturité industrielle, où on accompagne nos clients à monter en compétence les fournisseurs en termes de supply chain, en termes de qualité, en déployant des méthodologies type APQP ou AMDEC. Et enfin, ce qui a fait aussi la grande force du cabinet Accence BTE, ce sont ces méthodes industrielles avec la définition des flux dans les ateliers, la redéfinition des flux, des implantations, avec de la chrono-analyse, de la détermination de temps standard et puis bien sûr de l'étude de poste et de l'ergonomie des postes de travail. Et enfin, on a 2 autres niveaux d'expertise en transverse qui sont bien sûr la qualité et l'amélioration continue avec le Lean Six Sigma, le management visuel participatif et la fameuse résolution de problèmes qui fait donc l'objet de ce webinaire. Donc, vous l'avez compris, nous, on intervient vraiment sur les processus et de manière à installer de manière durable ces changements dans vos entreprises, que ce soit industrielles ou dans le domaine des services. Nous accompagnons les hommes avec des formations à la conduite du changement. Voilà, et j'en terminerai donc sur la présentation du cabinet Accence BTE en vous indiquant que l'on intervient sur tous les secteurs industriels et dans le domaine des services, que ce soit de la PME jusqu'au grand groupe, en passant de l'aéronautique par l'agroalimentaire, la pharmacie bien sûr, ou l'industrie dans son sens large. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet, parce que c'est finalement ça qui vous intéresse. Et je vais donc laisser la parole à Émilie Masneau, qui va vous parler des problèmes, comment on caractérise un problème, comment on définit un problème. Émilie, je te laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Émilie Masneau, je travaille pour le cabinet d'Accence BTE en tant que consultante et j'ai travaillé environ 2 ans auprès des fournisseurs sur la résolution de problèmes. Donc, c'est une méthodologie, il faut savoir qu'elle est utilisée, donc, dans différents secteurs, notamment le secteur, par exemple, de l'automobile. On la retrouve également sur le secteur aéronautique, notamment dans certains grands groupes ou encore chez certains sous-traitants. Donc, cette méthodologie, en fait, d'abord, avant d'utiliser cette méthodologie, il faut comprendre qu'est-ce qu'un problème. Donc, on peut avoir, en tant que problème, on peut avoir différents types de problématiques. Donc, ça peut être, par exemple, une non-conformité qui est détectée chez le client.
le client vous appelle et vous dit « Ah, mais je ne suis pas content, j'ai une non-conformité qui a été détectée. » Voilà, donc là, il va falloir investiguer. On peut également avoir des non-conformités qui sont détectées par le client, donc par exemple à la réception du produit, un produit qui est non conforme ou qui arrive cassé. Ce sont des choses qui peuvent arriver. On peut également avoir des non-conformités qui sont détectées en interne, donc par exemple dans votre entreprise, où ici, il va falloir investiguer. Donc ça peut être par exemple sur le produit en lui-même ou sur le processus de fabrication du produit. On peut avoir ce qu'on appelle des livraisons en retard. Les livraisons en retard, votre produit arrive en retard, il va falloir chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la problématique, qu'est-ce qui s'est passé derrière. Un autre type de problématique peut être ce qu'on appelle un écart, une déviation, on le verra juste après, ou encore le client qui n'est pas content parce que soit le produit arrive cassé, ou alors le client n'est pas content parce que il peut y avoir une erreur au sein du montage, par exemple, de la pièce du produit. Donc, on a différents types d'écarts. Qu'est-ce qu'un écart ou qu'est-ce qu'une déviation? Donc, on peut retrouver différents types d'écarts au sein d'une entreprise. Donc, on a les écarts de type avec tolérance. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des écarts qui, par rapport à, par exemple, à la spécification de votre client, vous avez, par exemple, des spécifications avec votre client et des spécifications en interne de votre entreprise qui ne sont pas les mêmes ou qui sont restreintes par rapport à la tolérance client. Vous allez, vous, être hors de l'écart par rapport à votre spécification en interne dans votre entreprise, mais la spécification du client vous tolérera d'autres paramètres qui seront dans cette tolérance. Donc, c'est ce qu'on appelle un écart avec tolérance sur, par exemple, un produit, une pièce, une épaisseur. Ça peut être tout un tas d'exemples. Vous avez également un écart qui est non accepté par le client. Ben ça, c'est tout simplement, vous avez une exigence client, des spécifications, et ces exigences ou cette spécification n'est pas acceptée par le client. Du coup, votre produit est non conforme par rapport à ce que souhaitait le client, le souhait du client. Vous avez également ce qu'on appelle une non-conformité. Alors, la non-conformité, ça peut être sur une pièce, par exemple, ou encore un produit. Je vous donne un exemple. Vous recevez chez vous une tasse que vous avez commandée par Amazon. La tasse arrive cassée. Ou alors, sur le processus de fabrication, le paramètre de la machine n'est pas bon. Du coup, là, vous allez créer ce qu'on appelle une non-conformité. La mauvaise fabrication. On peut également avoir la mauvaise fabrication d'un produit. Toujours pareil, un autre exemple, le paramètre de la machine n'est pas bon, du coup, le produit fabriqué ne sera pas le bon. Ou alors, la matière première utilisée n'est pas la bonne, du coup, la fabrication n'est pas bonne. Ensuite, ce qu'il faut savoir, la troisième chose à savoir, c'est quand lancer un vidé. Et bien, tout simplement, par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, on peut être amené à lancer un vidé. Donc, on peut avoir la non-conformité sur le produit en lui-même ou sur le processus de fabrication du produit. On peut également avoir lancé un vidé parce qu'on ne connaît pas l'écart, on ne sait pas ce qui s'est passé. Du coup, on va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé tout à travers cette méthodologie, en respectant plusieurs étapes, on le verra juste après. On peut également lancer un vidé lorsque le problème qui apparaît a déjà été connu dans le passé. On n'a pas eu le temps de le traiter, du coup, on a une récurrence produit. Et on peut également lancer un vidé lorsqu'une non-conformité ou la problématique entraîne des répercussions sur d'autres activités similaires. Je vous donne un exemple, la perceuse, votre opérateur qui perce un produit, vous avez potentiellement d'autres opérateurs qui percent d'autres pièces sur des postes similaires. Ici, on va lancer un vidé pour savoir ce qui s'est passé sur le produit, sur le processus où la non-conformité est apparue, mais également, on va lancer des actions, ce qu'on appelle préventives, pour anticiper et empêcher que la non-conformité ne réapparaisse sur des activités similaires. Donc, la troisième étape, ou la quatrième étape plutôt, ce serait reconnaître un problème. Oui, ok, j'ai un problème, mais comment je sais lorsque j'ai un problème? Alors,
La manière la plus simple de savoir reconnaître un problème, c'est lorsque vous avez une exigence, un écart ou une déviation par rapport à l'exigence requise, donc par exemple l'exigence de votre client ou tout simplement votre exigence interne par rapport à votre processus ou votre produit, et la situation actuelle. Vous êtes en deçà de la situation requise. Donc là, vous avez un écart de déviation, c'est qu'il y a un problème. Donc là, vous pouvez commencer, vous allez pouvoir investiguer, commencer et par exemple prononcer ce qu'on appelle la méthodologie 1-8D. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, donc on a la méthodologie, on connaît la méthodologie, mais il y a certains échecs sur la résolution de problèmes. Pourquoi? Mais par exemple, ça peut être une entreprise qui n'est pas assez mature au niveau de la résolution de problèmes. On peut également chercher des solutions, c'est-à-dire qu'on va, plutôt que d'aller investiguer qu'est-ce qui s'est passé, quel a été l'élément déclencheur de la non-conformité, on va aller chercher directement la solution, ce qu'on appelle souvent le mode pompier. On va résoudre de manière à dévier par des solutions qu'on appelle souvent temporaires, mais ces solutions vont combler le manque sur un temps court, mais pas résoudre votre problématique ou traiter la cause racine, c'est-à-dire l'élément déclencheur sur la non-conformité. Souvent aussi par manque de temps. Donc le manque de temps, ça peut être par exemple vous donnez plus la priorité à l'opérationnel et aux urgences parce que vous avez des livraisons qui sont en retard ou sur l'opérationnel, vous n'avez pas trop de temps, du coup, on ne fait pas de résolution de problème. La démarche peut être également fastidieuse, peut sembler fastidieuse. Le personnel peut être formé ou très peu formé ou avoir été formé il y a très longtemps et la méthodologie semble loin et du coup, ça empêche de partir ou d'enclencher cette méthodologie de résolution de problème. Vous n'avez, ça peut être aussi un autre exemple, pas d'outils structurant la méthodologie. Vous connaissez la méthodologie, mais vous ne savez pas comment la mettre en place ou comment l'utiliser sur le terrain. Ou également, la dernière chose, c'est pas de mesure d'efficacité de la résolution de problème. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre en place des solutions, mais vous n'aurez pas de retour d'expérience sur l'efficacité. Est-ce que les actions que j'ai mises en place sur ma non-conformité ou sur ma cause racine ont effectivement éradiqué la problématique et ma non-conformité ne réapparaît pas dans le futur. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que le 8D? Donc, le 8D, c'est une méthodologie, comme je l'ai dit, qui utilise plusieurs outils à l'intérieur. 8, c'est pour 8 étapes, et do, donc c'est le verbe anglais do, qui veut dire faire en anglais. Donc, c'est 8 étapes qui sont faites. C'est une méthodologie qui est structurée. Si on la suit de pas à pas, on va être capable de résoudre la problématique. Et pour ça, il faut être préparé, structuré. Donc, la première étape, je vais vous parler rapidement de toutes les étapes. Donc, la première étape, il suffit de préparer. Donc, c'est quoi? Préparer, c'est l'entreprise, face à la problématique, va définir une équipe et choisir un animateur qui connaît très bien la méthodologie, qui utilise régulièrement celle-ci et qui va leader la méthodologie à travers toutes les étapes pour éviter qu'il y ait des déviations. La deuxième étape, c'est d'écrire. Donc ici, on va chercher à définir le problème. Donc pour ça, on va utiliser plusieurs outils de type QQO, QCP qui vont permettre de décrire le problématique et de savoir quel est l'impact de ma problématique. Ensuite, en 3, on va chercher à dépanner et protéger le client pour limiter l'impact de la problématique ou de la non-conformité chez le client. En D4, on va analyser les causes, donc on va utiliser des outils de type Ishikawa, de type 5 pourquoi, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, quel a été l'élément déclencheur de ma non-conformité. Et je parle bien d'élément déclencheur parce que c'est très important, c'est ce qui a déclenché
le fait que mon produit est devenu non conforme. En D5, on va pouvoir passer à du correctif, c'est-à-dire qu'on va, en fonction de la route cause, de la cause racine qu'on a trouvé, l'élément déclencheur, on va définir des actions correctives en face. En étape 6, on va chercher à appliquer ces actions correctives en prenant le temps de mettre un acteur derrière chaque action avec un temps de définition de l'action, c'est-à-dire un temps de résolution de l'action, d'implémentation de l'action. En D7, on va faire ce qu'on appelle du préventif, c'est-à-dire qu'on va regarder l'ensemble du site de production et on va se dire, OK, ma non-conformité est apparue à cet endroit, sur ce processus-là, sur ce produit-là. Est-ce que potentiellement, cette non-conformité peut apparaître sur des activités similaires que j'aurai éventuellement dans mon entreprise? Et en D8, on va communiquer et débriefer, c'est-à-dire qu'on va communiquer à travers toute l'équipe, mais également l'entreprise sur laquelle la non-conformité est apparue, éventuellement vers le client si besoin d'un statut pour le client, pour leur permettre de savoir qu'effectivement la non-conformité a été éradiquée, l'élément déclencheur a été également éradiqué et que le 8D est fini. Et également une étape très importante sur la 8e étape, c'est de remercier l'équipe. Pourquoi une méthodologie 8D? Pourquoi une méthodologie? Parce que selon la complexité du problème, on peut avoir différentes approches, c'est-à-dire différents outils. Il faut savoir que ici, vous avez le Pareto 20-80. 80% des problématiques que vous pouvez rencontrer dans vos entreprises peuvent être résolues à travers ce qu'on appelle la méthodologie 8D. Et cette méthodologie est utilisée à travers un outil qu'on appelle ProWhy. Donc, je vais laisser Maïmouna vous présenter cet outil-là pour vous expliquer un peu plus ce qu'il y a derrière cet outil ProWhy et ce qu'on y retrouve. Très bien, Maïmouna, donc tu peux prendre la main sur la présentation. Et remettre ton micro. Ah, Maïmouna, on ne t'entend pas. Maïmouna, ton... Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon, merci. J'avais un souci technique, désolée. Donc oui, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Effectivement, donc ProWhy est un outil qui a été développé avec Axence BTE et l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes. Et donc ProWhy est un outil qui permet justement d'être plus collaboratif, visuel et qui va permettre de faciliter la mise en œuvre de démarches standards utilisées en résolution de problèmes et qui ont été évoquées précédemment par Émilie. Donc, il est conçu justement pour structurer, mémoriser et partager des informations entre sites potentiellement ou même au sein d'une PME. L'idée, c'est d'avoir les outils qui soient standardisés et implémentés dans ProWhy. Donc, comme je vous disais précédemment, hein, c'est un outil collaboratif qui est fait justement pour partager différents outils qui sont liés à ProWhy, méthodologiques, structurés et qui va permettre la capitalisation et le retour d'expérience des différents 8D, notamment. Donc, dans les différentes méthodologies qu'on propose dans ProWhy, on retrouve donc le 8D, on a le 9S, on a le PDCA, on a la déclaration de l'anomalie et on a aussi la déclaration d'amélioration qui va être plus liée à l'amélioration continue qu'on pourra peut-être évoquer en fin de séance. Et donc là, je vais vous présenter directement l'outil et on va évoquer ensemble peut-être un cas pratique qui vous permettra d'en savoir un peu plus, d'y voir un peu plus sur l'outil. Donc là, comme vous pouvez le voir sur l'écran, ici on trouve la page d'accueil qui va avoir plusieurs
particularités. Là, on va retrouver la partie utilisateur. Là, on va retrouver la gestion administrative. Et là, on va avoir une partie qui va comporter les recherches multicritères sur lesquelles on va pouvoir retrouver les différents tickets qui auront été émis lors de différentes études ou de différentes non-conformités détectées. Donc, soit à travers des recherches par mots-clés, ou même ici, vous allez retrouver les différentes méthodologies que j'ai citées précédemment et qui vont permettre de retrouver plus facilement les choses. Ensuite, on va ici avoir une partie avancement où on va avoir l'ensemble des tickets qui auront été émis. Et là, on va retrouver plutôt par méthodologie avec le niveau d'avancement de chacun. Là, on va retrouver la liste des tâches et des tickets qui auront été émis. Et ensuite, là, on va retrouver ça avec aussi différentes informations qui seront liées aux méthodologies et aussi depuis quand ça a été ouvert, c'est important. Et là, on va pouvoir en fait créer un ticket qui va être plus ou moins lié sur une non-conformité. Donc voilà. Donc ici, on va avoir une simple, je dirais, une page qui va pouvoir nous permettre de commencer à résumer notre problème. Donc là, si je prends le cas d'une non-conformité que j'ai pu rencontrer chez un de mes clients, là, je vais vous rentrer, donc là, je vous ai rentré le titre et puis je vais vous détailler un peu plus les informations qui étaient liées à la non-conformité. Voilà, donc ça concerne des trappes d'atterrissage qui sont arrivées voilées et qui avaient des problèmes de galbe. Et donc, le problème a été détecté chez le client. Et là, en fait, on va retrouver les différentes méthodologies dont j'ai toujours parlé depuis le début. Et là, on va choisir la méthode 8D. Donc là, je crée mon ticket et je rentre en fait dans plutôt la méthodologie 8D avec à gauche les différentes étapes du 8D, donc qui vont de la première étape jusqu'à l'étape de la clôture. Et là, on va retrouver les informations que j'ai citées juste avant. Et là, on va avoir un peu plus de détails, donc on va pouvoir renseigner au fur et à mesure. Donc là, on va retrouver la possibilité, c'est tout en liste déroulante, le site, le secteur. On peut ici entrer une référence OF, la date du jour, la détection, donc l'activité de détection. Le souci, c'est que c'est arrivé lors du contrôle à l'arrivée des pièces. Et puis là, je peux ajouter des informations complémentaires qui sont liées à la non-conformité. Donc, une fois que j'ai renseigné ces éléments, je vais pouvoir commencer en fait à travailler sur le 8D. Et là, je vais commencer à constituer l'équipe. Donc, l'objectif de constituer l'équipe, ça va être déjà de rechercher les causes racines du problème. L'équipe, elle doit être idéalement pluridisciplinaire. Et donc, pour pouvoir ressortir toute l'exhaustivité des informations recueillies via les parties prenantes. Je vais juste faire juste un petit souci technique en fait. Voilà. Donc ici, l'avantage, c'est que j'ai déjà renseigné en fait au préalable dans l'administration les différents membres de l'équipe. Et donc, il faut juste simplement aller chercher ici la liste via la liste déroulante. Alors, voilà, via la liste déroulante, les personnes qui seront affectées à l'équipe. À partir de là, je crée mon équipe. Je peux en ajouter, je peux ici les modifier, les affecter sur d'autres typologies et les supprimer. Ici, on a aussi ce qu'on voit responsable RCA, c'est le responsable du ticket. Et je peux en ajouter plusieurs. Je peux en ajouter plusieurs en cas d'absence et je peux en supprimer autant que je veux. L'idée est de pouvoir aussi permettre à d'autres responsables de pouvoir avoir la main et avoir une possibilité de lecture et d'écriture. Ensuite, une fois que j'ai constitué mon équipe, je vais pouvoir aller vers le QQQCP.
et pouvoir, enfin là, c'est un des outils qu'on met en place dans cette méthodologie-là. Et l'objectif, c'est de pouvoir ordonner les faits, les idées, de les structurer. Donc cet outil a été couplé avec le ENEPA, qui lui, en fait, aura pour but de préciser ce qui fait partie du problème et ce qui ne fait pas partie du problème. Donc là, on est en champ de texte libre, hein, on peut voilà, simplement saisir. Et ici, on va retrouver les différentes définitions du QQCP. Donc, il faut savoir que parfois, chaque client a aussi sa propre définition du QQCP. Donc, il est possible pour nous de le personnaliser selon la définition de vos besoins et de ce que nos clients demandent. Voilà. Ensuite, je vais entrer dans les plans d'action conservatoire. Donc, l'objectif indispensable de cette étape, ça va être d'informer le client de la démarche engagée pour pouvoir résoudre le problème. Donc, simplement en cliquant sur Nouvelle action, je vais pouvoir entrer une action. Voilà, par exemple, voilà, tout simplement informer le client, y ajouter une date d'échéance et puis ajouter un responsable d'action qui sera évidemment dans l'organisation et qui sera dans le groupe de travail et y mettre une priorité. Voilà, possibilité de revenir sur l'action et de la faire évoluer ici, dans un système un peu type PDCA. Et évidemment, une fois que l'action sera clôturée, on va ici avoir une date d'achèvement. Voilà. Ensuite, je vais rentrer plutôt dans l'arbre des causes, donc c'est l'étape suivante. Donc, l'objectif de l'arbre des causes, c'est de pouvoir lister les causes probables pour identifier les causes profondes. Donc, ici, on va éluder pas mal de causes. Simplement, voilà, en cliquant sur ce bouton, on va y mettre une cause. Allez, je vais mettre copeaux, hein, on a des soucis de copeaux. Je peux y mettre un niveau, donc soit peu probable ou très probable. Et je vais aussi pouvoir l'associer à une branche d'Ishikawa. Parce que plus bas, on va avoir l'Ishikawa, donc on peut déjà commencer à réaliser l'Ishikawa à travers la liste des causes. Par défaut, on va avoir une couleur qui est orange. Cette couleur-là, c'est la couleur je dirais, qui est en cours. En fait, cette couleur va permettre de mettre en attente la cause. Et l'idée, c'est d'aller vérifier en fait que la cause est probable ou non, est plausible ou non. Donc, une fois qu'on est en capacité d'aller vérifier si cette cause est valable ou non, dans ces cas-là, on peut modifier en fait la cause et la passer sur une couleur qui va nous permettre de valider ou d'invalider la cause. L'idée est de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des causes qui sont ici ne disparaissent pas, hein, à éviter. Et si je veux invalider ma cause, tout simplement, je l'invalide. Et là, je passe sur une couleur rouge. Donc, ça va être plus précis ici, hein, sur le plan d'action validation, parce qu'il y a certaines actions qui seront nécessaires de réaliser avant de valider ou d'invalider la cause. Et là, on peut entrer certaines actions en fait, qui vont nous permettre de valider ou d'invalider notre cause. Donc, le même principe, hein, au niveau du formulaire que sur le plan d'action conservatoire. Ici, je vais retrouver donc l'Ishikawa, dont je vous parlais juste précédemment. Je vais retrouver ici l'ensemble des causes qui auront été listées. On va retrouver en noir les causes qui n'ont pas encore été validées, et puis évidemment en rouge, ce qui a été validé, en vert, invalidé, et ce qui est en vert, ce qui a été validé. Et donc, je vais pouvoir aussi même bouger les causes comme je veux en fonction des branches. Donc, je peux les déplacer à ma guise, comme je souhaite. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Donc ensuite, je vais passer sur le plan d'action corrective. Donc, le plan d'action corrective, l'objectif, ça va être de corriger le problème à travers des actions courtes, au moyen terme. Et donc, simplement, voilà, on arrive sur ce type de formulaire, hein, qui va nous permettre d'entrer la cause, l'action corrective, d'y mettre une date d'échéance, d'y associer un acteur, d'y mettre une priorité et ensuite potentiellement d'y mettre une date de mise en œuvre
aussi avec justement de vérifier si l'action a été efficace ou non, et avec des échéances de vérification d'efficacité. Évidemment, je peux revenir sur l'action et je peux, encore une fois, la faire évoluer en fonction de son avancement. Voilà. Plus loin, je vais avoir un graphique de vérification. Donc là, l'idée, c'est de créer un indicateur de suivi. Pour ce cas-là, j'ai fait 2 typologies d'indicateurs. Là, ça va être sur les non-conformités des trappes. Donc là, sur mon cas que je vous explique depuis tout à l'heure, en fait, j'ai mis en place un suivi sur justement les non-conformités semaine par semaine. Donc, il est très simple d'utilisation. En cliquant sur ce bouton, je vais mettre ma semaine en cours. Donc, hop, semaine 39. Et puis, je vais mettre ma valeur simplement pour pouvoir en savoir plus et voir l'évolution de mes non-conformités. Là, j'ai fait la même chose sur des actions en cours, sur mes suivis d'actions. L'avantage de ces indicateurs, c'est que je vais pouvoir aussi modifier la forme comme je peux, comme je le souhaite, donc soit en ligne ou soit en radar. Donc, ça donne en fait ce type, par exemple, de radar. Voilà. Ou ça peut donner aussi ce type de graphique en ligne, en courbe. Voilà. Et ensuite, je vais avoir ici le plan d'action préventive. Donc, le but va être justement de créer cette fois des actions préventives. Le formulaire reste le même du plan d'action corrective. La possibilité de choisir les actions qu'on souhaite envoyer aux responsables d'action. Donc, pour chacun, que ce soit plan d'action conservatoire, correctif ou préventif, je peux ici, en fait, sélectionner les actions que je souhaite renvoyer aux responsables d'action. Je peux aussi les traduire par PDF. Et ici, je peux choisir ce que je veux faire apparaître sur mon formulaire. Voilà, les choses que je ne veux pas faire apparaître. Voilà, c'est assez simple d'utilisation et flexible. Voilà, et enfin, je vais passer à la clôture. Donc là, je pars du principe que mon UID il a été réalisé, que l'ensemble des actions, les équipes ont été donc faites, les QQCP ont été terminés, les plans d'action ont été clôturés pour l'ensemble. Tout est OK, tout a été terminé, clôturé. Là, j'ai travaillé depuis quelques semaines sur mon UID et je vais donc communiquer au client. Je l'ai fait évidemment en parallèle. Mais là, je clôture mon 8D. Et donc, en clôturant le 8D, là, moi, j'ai rendu ici l'avis qualité obligatoire. Mais encore une fois, tout est personnalisable dans l'outil, donc par le client, par l'utilisateur. Mais là, je l'ai rendu obligatoire. Donc là, j'ai mis un avis qualité, simplement en disant que voilà, après quelques semaines d'investigation, mes non-conformités ont baissé et que j'ai fait un retour client pour lequel il est satisfait. Et je peux aussi donner la possibilité au client d'avoir une vue uniquement sur cette page-là, ce qui va lui permettre, lui, de mettre un avis. Ça, c'est possible. Et à partir du moment où je coche le vert, en fait, ça va me mettre la date de clôture au jour où je la clôture. Voilà. Ce qui va permettre de clôturer définitivement mon UID. Je vais vous montrer encore quelques autres fonctionnalités plus hautes qui sont ici. Donc, encore une fois, juste avant de montrer ce qu'il y a au-dessus, là, j'ai la possibilité d'ajouter des photos et des documents à chaque étape. Et là, je vais retrouver en fait l'ensemble des actions, donc conservatoire, corrective, préventive ou en action de validation. Toujours la possibilité de sélectionner les actions sur lesquelles on souhaite faire des relances par mail. Il faut savoir aussi que c'est paramétrable en automatique. Le fait de pouvoir envoyer des mails aux personnes qui sont responsables des actions. Et je peux aussi, évidemment, faire apparaître ce que je souhaite ou ce que je ne souhaite pas faire apparaître ici. Je peux aussi l'exporter via PDF. Et là, je vais retrouver un rapport. Donc, le rapport, c'est la possibilité de communiquer au client les informations dans son exhaustivité. Le but, c'est de justement être transparent avec le client. Ce qu'on souhaite faire apparaître ou ce qu'on souhaite retirer, c'est possible en sélectionnant ou en désélectionnant.
Et donc, je peux aussi faire un envoi par mail en interne ou même un envoi par mail même au client, en fait, simplement. Et le fait de pouvoir avoir mon PDF, mon export, va donner un peu ce résultat-là, si je réussis à l'avoir ici. Et voilà, je peux communiquer à mon client toutes ces informations qui va lui permettre d'avoir tout ce dont il a besoin. Voilà, je pense, enfin, j'ai fait le tour pour moi et donc je vais juste vous communiquer aussi ce qui a pu être partagé via les retours d'expérience des clients. Donc, voilà, les clients aujourd'hui on en a plusieurs hein, qui sont assez satisfaits de l'utilisation de notre outil. Il y a certains clients qui l'utilisent quotidiennement, qui l'utilisent, je dirais, pour pouvoir animer des réunions et aussi des routines managériales. Ils considèrent que l'outil, l'interface est très pratique et très simple d'utilisation. Ça leur permet aussi de partager en ligne régulièrement les 8D avec les équipes, soit en interne, soit évidemment en externe quand c'est des groupes, et aussi avec les clients. Et comme je vous disais, les rapports sont assez modulables et simples à partager. Autre témoignage, l'outil permet aussi de centraliser, de collaborer, de gagner du temps en formalisation. Il est très intuitif et simple d'utilisation et évidemment, les gens sont assez satisfaits de l'utilisation de l'outil. Très peu de bugs et très peu de retours, en tout cas négatifs, de nos clients. Voilà. Ok, très bien, Maïmouna. Merci pour cette démonstration. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la séance de questions-réponses. Alors, on a plusieurs questions. On a une première question. Donc, Émilie nous a présenté le 8D. Quels sont les autres outils que ProWise propose? Alors, ProWise propose effectivement le 8D, mais le 9S, qui est un outil qui est ressemblant au 8D. La seule différence, c'est qu'il y a une étape supplémentaire qui est une étape d'alerter le client en premier lieu. Et on a le PDCA, on a aussi l'amélioration, mais on veut potentiellement demain y ajouter d'autres outils, type le DMAIC, qui ferait partie de ce panel, et aussi tout ce qui concerne l'AMDEC, les audits, et pourquoi pas aussi du 5S. Donc, si j'ai bien suivi ce webinaire, donc avec aujourd'hui l'outil ProWise, on peut résoudre 80% des problèmes rencontrés. Et avec l'ajout d'un DMAIC, on aura un panel de possibilités complet, presque à 100%, pour y intégrer donc les problématiques beaucoup plus complexes. Oui, nous voulons justement, nous souhaitons ajouter beaucoup plus de méthodologie derrière le fait d'améliorer, c'est-à-dire aujourd'hui on déclare une amélioration, mais justement on va ajouter d'autres choses derrière tout ça qui permettrait vraiment un outil beaucoup plus complet que ce qui existe aujourd'hui. Alors, une chose importante aussi qu'il faut ajouter par rapport à cet outil ProWise, donc, je rappelle qu'il a été développé en partenariat avec l'ENIT, c'est que c'est un outil qui est en open source, hein, en mode SaaS. Et donc, aujourd'hui, les clients qui ont fait ce choix-là, on voit la grande utilité, puisque surtout les clients qui sont multisites et qui permet donc à tous les sites d'utiliser exactement le même outil et donc de capitaliser effectivement, d'échanger, de partager les non-conformités ou les anomalies ou même les améliorations qu'ils ont pu constater. Et effectivement, avec le retour d'expérience que l'on peut avoir du partenariat qu'on a avec l'ENIT et de nos clients, on fait régulièrement des retours d'expérience sous forme de demi-journée avec nos clients pour les interroger sur les fonctionnalités qu'ils souhaiteraient voir apparaître dans l'outil. Et tout ceci dans une véritable démarche d'amélioration continue. Nous avons donc une autre question, et là, qui va peut-être, Émilie pourra peut-être y répondre. La différence entre la méthode 8D et puis le fameux A3.
Alors, oui, effectivement, pour la question. Donc, en fait, la différence majeure entre une méthodologie de résolution de problème, donc le 8D et la 3, donc, on va retrouver sur la 3 une méthode qui est beaucoup plus visuelle, qui est utilisée pour des problèmes plus ou moins importants. Et on le retrouve également, le A3, on retrouve également en atelier Kaizen. On est sur de l'amélioration de process, on va se retrouver sur de l'amélioration de process et sur de l'amélioration qualité. Le 8D, ça va être plus sur l'échange, de la communication entre les équipes. Là, on sera sur des plus gros projets et on sera sur un format visuel, notamment sur le terrain. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci, Émilie. Avec plaisir. Alors, je regarde effectivement la liste des questions. Alors, on me pose la question de savoir combien de temps il faut pour déployer l'outil ProWide dans une entreprise. Alors, ça va dépendre, mais ça est sur une moyenne de à peu près 1 mois et demi, 2 mois, entre le moment où en fait, on va déployer, enfin l'installer sur le serveur, parce que malgré que ça soit en open source, l'installation se fait sur un serveur interne du client, sécurisé. Il y a une partie aussi qui va être pour laquelle je vais intervenir et faire un diagnostic qui va durer plusieurs jours. L'objectif de ce diagnostic, ça va être de customiser, d'apporter l'ensemble, je dirais, une personnalisation complète par rapport à la demande du client. Et enfin, une fois ces deux parties-là qui seront bien déployées et installées, il y a la partie formation sur laquelle je vais intervenir 2 jours chez notre client pour pouvoir former, alors déjà refaire de la formation 8D pour pouvoir mettre tout le monde au même niveau d'information et ensuite les former sur l'utilisation de l'outil. Ok, très bien, très bien. Alors, j'ai une autre question qui concerne donc le QRQC. Est-ce que ce QRQC va-t-il être inclus dans ProWide? Oui, oui, il sera inclus. Ok, très bien. Là aussi, je crois que c'est une demande de client Oui. qui a été faite il y a à peu près 6 mois et donc qui sera traitée par Axence en partenariat avec l'ENIT. C'est ça. J'ai une autre question, à savoir comment sont définies les actions immédiates. Comment sont définies les actions immédiates sur ProWide? Oui, alors les actions mises en place immédiatement pour protéger le client, on va dire. Alors là, on va les retrouver sur la phase 3 du 8D, sur laquelle on va avoir une phase qui s'appelle donc action conservatoire et pour lesquelles vous allez pouvoir entrer les actions immédiates pour pouvoir prévenir le client. Voilà. Ok, très bien. Les questions pleuvent ce matin. Une question qui tourne autour du coût moyen de ProWide. Alors, de par notre retour d'expérience client, donc on commence en général par faire une sorte de diagnostic rapide sur 1 ou 2 journées qui va nous permettre de voir un petit peu comment aujourd'hui vous traitez la résolution de problèmes dans votre entreprise, quels sont les outils que vous utilisez, quelle est l'organisation. Et à partir de ça, on bâtit une offre commerciale qui est basée aussi sur le nombre de sites, le nombre de sites et le nombre de personnes à former. Il faut savoir, pour être un peu plus précis dans la réponse, que le budget il est assez limité. On va dire qu'en général, on a un budget qui va tourner entre 20 et 40 KE pour déployer l'outil ProWide. Donc, c'est un budget qui est très limité par rapport, je dirais, à toute la valeur ajoutée qu'on a pu vous présenter tout à l'heure, la capitalisation, ça c'est important, la capacité à pouvoir résoudre rapidement des problèmes en se basant sur l'historique. Voilà. En tout cas, si certains d'entre vous sont intéressés, on pourra bien évidemment vous faire une démonstration aussi plus poussée de l'outil,
et vous faire un diagnostic et une proposition pour voir un peu quel est le budget que ça pourrait représenter dans votre entreprise. Et pour compléter aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas de licence en fait à payer tous les ans aussi. Donc on paye, voilà, il y a le coût des 20 à 40 K, mais derrière ça, il ne va pas y avoir de licence à payer tous les ans. Il va y avoir peut-être une partie maintenance qu'on va financer, mais à part ça, il n'y aura pas de licence à payer. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Je crois qu'on a balayé la plupart des questions. Voilà, en complément peut-être, hein, toujours sur l'aspect outils, hein, comme je l'ai dit, il a été développé sur la base de cahiers des charges rédigés par des clients. Hein, donc, c'est ce qui fait que c'est un outil qui est très pragmatique, très concret, qui est simple d'utilisation, comme a pu le dire Maïmouna, et qui, bien sûr, est évolutif aussi en fonction des futurs besoins de vos clients et de nos clients. Voilà, je crois que nous allons arrêter le webinaire maintenant, puisqu'on n'a plus de questions pour le moment. Ce webinaire, vous pourrez le retrouver sur notre site internet www.accence.com. Vous avez tout à fait la possibilité aussi donc, de nous envoyer quelques messages si vous souhaitez avoir une démonstration personnalisée de l'outil. Et puis, on vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire dans les semaines à venir sur une autre thématique que vous découvrirez un petit peu plus tard. Voilà. En tout cas, merci à tous et à toutes pour votre présence. Merci Maïmouna, merci Émilie pour votre intervention, en espérant vous avoir fait découvrir de manière assez macroscopique les capacités de cet outil ProEye et la manière dont on est capable de résoudre des problèmes chez nos clients.